Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, mais donc j'ai lu 5 livres d'auteurs ou d'autrices italiens, italiennes. Ça, c'est grâce au challenge organisé par Marie, puisque il était organisé sur avril, mai, juin, le challenge de lire des auteurs, des autrices italiens, italiennes. J'ai donc fait ça courant mai et juin, et j'en ai lu 5 que j'ai couplés aussi avec d'autres challenges. J'étais très contente parce que je me rends compte que je ne lis pas énormément d'auteurs italiens, donc là ça m'a forcé à aller prendre ces différents ouvrages dans ma bibliothèque ou aller dans ma liseuse aussi pour prendre les auteurs qui s'y cachaient. Le premier, c'est Les villes invisibles d'Italo Calvino. C'est un auteur qui a publié Les villes invisibles en 1976. On est aux éditions Point pour l'édition que je te présente et on est sur quelque chose d'un peu, de totalement même imaginaire. On va partir du postulat que Marco Polo rencontre le grand Khan et il va lui raconter ses voyages et plus particulièrement les différentes villes qu'il a traversées, qu'il a rencontrées. C'est donc différents petits chapitres très courts qui sont des descriptions de ces différentes villes invisibles. Ce sont des villes qui vont être très oniriques, qui vont être très parfois sensuelles, qui vont être totalement imaginées, donc parfois elles sont sur pilotis, parfois elles sont dans le ciel, parfois elles sont avec des effets miroirs, parfois elles sont traversées d'habitants qui sont des fantômes. Enfin, voilà, j'en passe et des meilleurs parce qu'il y a énormément de descriptions de villes. Donc c'est comme une sorte de recueil de descriptions en quelques pages de toutes ces villes imaginaires. La structure est la suivante. Il y a une ville qui est décrite avec un titre, c'est parfois ville cachée, ville sensorielle, enfin, je ne me rappelle plus des titres, mais il y a à chaque fois une thématique de ces villes. Il y en a, voilà, chaque ville va avoir un titre et parfois certaines villes ont le même titre. On va comme ça enchaîner plusieurs descriptions de villes, puis on va revenir à Marco Polo et au Grand Khan qui vont un petit peu débattre des aventures, on va voir leur évolution et leur réflexion. Et ça va chaque fois s'intercaler entre plusieurs descriptions de villes. J'ai trouvé que les villes étaient vraiment très originales, très oniriques comme je le disais. Le problème, c'est que moi, j'en suis venue à me lasser. Je n'ai pas tout un univers, je ne développe pas visuellement tous les univers que je lis dans les livres. Il n'y a pas tous les détails, je ne vois pas les couleurs. Donc c'est très difficile pour moi d'imaginer aussi précisément toutes ces villes. Donc souvent quand il y a trop de descriptions de ce genre, mon cerveau va passer un peu vite sur les descriptions et va rester sur « on décrit la ville ». Donc s'il y a certains éléments qui reviennent, comme c'est le cas ici, ou parfois, alors je ne sais plus, mais si on dit que la ville est sur pilotis, ben si elle revient 2 ou 3 fois, à la fin je vais me dire ok, c'était original la première fois, mais la deuxième ou troisième fois, j'ai compris et ça n'a plus rien, ça perd de sa magie et de son originalité. Il y a à chaque fois d'autres éléments qui viennent complexifier la description, mais comme je le disais, si moi je ne les visualise pas, et que je ne prends pas ce plaisir-là, je passe à côté de l'intérêt de ces descriptions et de ce recueil. Parce que pour moi, il y a vraiment ces deux aspects-là. Le fait de se laisser porter, de se laisser aller dans les descriptions et dans ces différentes villes, parce qu'on peut vraiment être dépaysé et transporté ailleurs. Et puis en même temps, il y a ces différentes réflexions entre ces deux protagonistes. Il y a parfois aussi des petits sens cachés, que ce soit des villes ou des réflexions, enfin plutôt des villes, mais il y a des petits sens qui ne sont pas toujours explicites à 100%, donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant aussi, mais pas assez marquant que pour pouvoir vraiment me laisser un impact énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je dois dire, bah tiens, quelles ont été les différentes réflexions ou les différents sens cachés, eh ben je ne suis pas en mesure de les identifier parce que c'était trop dilué et trop parsemé, trop léger finalement parmi tout ce qui a été raconté. Donc moi, c'est pas une lecture à laquelle j'ai été le plus sensible,
Mais si toi, ces éléments-là te parlent, je pense que tu peux vraiment bien apprécier parce que c'est quand même vraiment bien fait. Et puis, j'ai aussi lu Hilaria de Gabriela Zalapi. C'est Hilaria ou la conquête de la désobéissance. On est aux éditions Zoé. C'est un livre qui a été publié dans cette édition en 2024. C'est une autrice italienne, mais elle est d'origine anglaise, italienne et suisse, et là c'est une maison d'édition suisse. Dans ce livre, on va suivre Hilaria, qui est une petite fille de 8 ans, et on va apprendre assez rapidement qu'elle a été emmenée par son papa. Donc normalement, sa sphère familiale, c'est son père, sa mère, sa petite sœur et elle. Ses parents ont divorcé, se sont séparés, et un jour qu'elle se retrouve gardée par son papa, eh bien son papa va décider de l'emmener, de l'éloigner de sa maman et de sa petite sœur, et il ne va jamais la rendre, entre guillemets. C'est évidemment un drame psychologique, puisque c'est un papa qui n'assume pas le divorce, qui n'arrive pas à réaliser, qui n'arrive pas à faire le deuil de sa relation. C'est donc une sorte de punition envers la maman, un moyen de pression envers sa maman, envers son ex-femme. Le papa refuse qu'Hilaria parle à sa maman, donc il y a toute une emprise de ce papa sur Hilaria, et on voit comment petit à petit Hilaria doit se comporter comme son papa l'attend. Par exemple, elle aime sa maman, elle a envie de la voir, et petit à petit elle en vient à dire qu'elle n'a pas envie de la voir. Donc on voit vraiment tous ces enjeux psychologiques, comment ces relations se tissent et comment une personne a de l'emprise, surtout quand c'est sur un enfant de 8 ans. Là, on est dans un contexte en 1980, mais c'est pas utilisé énormément, mais c'est surtout parfois le contexte parce qu'il y a eu des cabines téléphoniques ou bien il faut téléphoner dans des bars. Enfin, voilà, on se remémore un petit peu évidemment ces années. C'est une situation qu'Hilaria a vécue pendant 2 ans. C'est un roman que j'ai trouvé assez bien fait au niveau psychologique parce que j'ai trouvé qu'on arrivait vraiment bien à comprendre cette emprise et on était nous-mêmes mal à l'aise. C'était très malaisant d'avoir certaines réactions de la petite fille et on comprend et en même temps, évidemment, on ne peut pas apprécier ou être d'accord, mais on comprend qu'elle n'a pas le choix et on comprend pourquoi elle en vient à dire ça et j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait, très très précis au niveau psychologique. J'ai beaucoup aimé la manière dont elle écrit, c'était très efficace, très ciselé aussi, ce sont des petites phrases courtes et qui sont aussi proches du langage, on va dire, de la petite. Si je prends un petit extrait... Le soleil nous a aveuglés pendant des heures sur la route. La journée a été longue, car papa a décidé de n'emprunter que des routes secondaires. Il dit qu'il y a plein de policiers sur l'autoroute. Il cherche des terroristes. Il pointe l'horizon. Là-bas, il y a la Yougoslavie. Et ça, c'est la mer Adriatique. Encore un peu de patience, Hilaria. Nous arrivons bientôt à San Benedetto. Mais nous nous arrêtons avant. Bon voilà, ce sont toutes des petites phrases comme ça qui sont assez simples, mais qui sont bien dites et qui sont assez percutantes. En tout cas, ça dit ce que ça doit dire, et ça le dit bien. Je trouve aussi que l'autrice joue avec les silences. On ne sait pas tout, mais on les sent, on les devine. On n'a pas tous les dialogues entre le père et la fille, mais on les entend, même s'ils ne sont pas dits. Voilà, ça c'est un ressenti de lecture que j'ai trouvé assez bien fait, et en tout cas que moi j'ai ressenti. C'est sous la forme d'un journal, donc là aussi, on a cette petite fille qui va, à chaque chapitre, nous exposer un moment. Donc là aussi, c'est intéressant parce qu'on voit l'évolution avec ses mots et avec ses ellipses, avec ses passages enlevés, avec ses non-dits aussi, avec sa perception de petite fille et son interprétation. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était un texte qui était bien fait, qui était bien écrit, bien ficelé et très intense au niveau psychologique. On est très empathique par rapport à cette petite fille et à ce qu'elle vit. Et j'avais envie de lire un autre passage qui est finalement le premier paragraphe. Mai 1980. À 8 ans, j'aime sentir le haut de mon corps suspendu dans le vide, le contact de mes genoux repliés sur le métal. J'aime l'instant où je ferme très fort les yeux, lâche prise et laisse le vertige me traverser. Quand mes mains sont à plat sur le noir de l'asphalte, c'est que j'ai dépassé ma peur. Et là,
l'image de ma gymnaste préférée, Nadia Comaneci, arrive. Elle a les bras grands ouverts. Victoire. Voilà, c'est un passage que je voulais aussi lire parce que je trouve que ça illustre le vocabulaire et les mots d'une enfant de 8 ans, mais parfois pas. Et c'est en ça que c'est bien écrit, parce que parfois on se dit ça c'est pas possible qu'une jeune fille l'écrive, mais ça passe. Et à d'autres moments, on est vraiment dans la tête de la petite fille. Donc je trouve que c'est un très bon équilibre et on joue sur ces deux façons d'écrire là que j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite on arrive au cas de Dino Buzzati aux éditions Pocket. C'est un recueil de nouvelles. J'en ai parlé dans mon bilan de mi-année parce que c'est un auteur que je voulais découvrir. C'est un livre que j'ai choisi dans le cadre du challenge, donc lire des auteurs italiens, mais en plus je l'avais choisi dans le cadre du challenge Floraison Obscure, et donc c'est un livre que j'ai pu sortir aussi dans ce cadre-là. J'avais lu Le désert des Tartares que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ici, on va retrouver 50 contes fantastiques, c'est dans ce cadre-là que je l'avais sélectionné, et si je ne me trompe pas, ici je pense que c'est dans une version française, ça a été publié en 1994, mais je ne sais pas si, évidemment... Ben non, ce n'est pas possible. Puisque Dino Buzzati est né en 1906 et mort en 1972. Donc, ma foi, il a dû publier en version originale avant 1972, mais il y a, je pense, cette version-ci qui a été publiée en 1994. Ah voilà. Les repères bibliographiques nous indiquent que le cas, effectivement, a été publié en 1967, dans la première traduction française sans doute. Voilà, comme ça tu as une petite situation de quand est-ce que ce livre a été écrit / publié. Les nouvelles ont été traduites de l'italien par Jacqueline Rémillet. Ce que j'ai adoré, c'est que chacune de ces nouvelles, fantastiques ou un peu de science-fiction, mais plutôt fantastiques, avait à chaque fois toute une construction narrative hyper intéressante, souvent très intelligente, avec une fin que j'ai adorée. Ce sont des nouvelles qui nous font réfléchir. Il y a des nouvelles qui font des références directes à d'autres auteurs ou d'autres romans. Il y a par exemple une référence directe à la Divine Comédie, une autre à Hamlet. Il y a également des satires, on y parle de dictateurs. Il y a énormément de cynisme dans l'écriture de Buzzati. On va parler de la solitude, de l'humilité, bref, chacune de ces nouvelles va appuyer un thème, une thématique, et il va le faire vraiment avec brio. J'ai trouvé que son style était très direct, très limpide, tout est carré, c'était distrayant, c'était intelligent. Il y traite aussi de sujets d'actualité parfois, que ce soit des guerres, la tyrannie. Bon, bref, il explore vraiment toute une série de choses. Franchement, j'ai adoré ce recueil de nouvelles. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment, comme je le disais, excellentes. Je les ai presque toutes aimées et toutes trouvées assez géniales, du début jusqu'à la fin. Et assez surprenant aussi, on entre direct dans la nouvelle, on est bien tout de suite, et il y a une vraiment bonne fin. Et les nouvelles sont courtes, il y a 50 nouvelles dans ce recueil. Donc franchement, c'est une prouesse. J'ai adoré ce recueil de nouvelles fantastiques. Et puis ensuite, je vais te présenter L'Art de la joie de Giuliarda Sapienza, que je prononce sûrement très mal. C'est un ouvrage, alors là aussi c'est pas évident au niveau des dates. L'autrice a écrit L'Art de la joie entre 1967 et 1976. Ça n'a jamais été publié de son vivant parce que la première fois que ça a été publié en version originale, c'est en 1998 et pour la version française, il a fallu attendre 2005. Là, je te mettrai une vignette de la version de 2016 des éditions Le Tripode. Voilà, c'est un ouvrage qui a été traduit par Nathalie Castagnier. On va suivre l'histoire, la saga familiale de Modesta. On va la suivre de sa naissance jusqu'à sa vie de femme et de femme un peu plus âgée. Modesta va évoluer dans toute une série de contextes. Il y a tout un contexte politique et historique qui est vraiment très présent, mais je trouve que c'est quand même en filigrane. Je vais y revenir tout de suite. Donc Modesta est née en 1900 et
ça va s'écouler jusqu'en 1960 et même plus. C'est une petite fille qui vient d'un milieu assez pauvre, elle va aller dans un couvent et puis elle va épouser un noble, donc va changer de classe sociale, elle va faire la rencontre de pas mal de personnes. Il y a ses enfants, d'autres enfants qu'elle va élever. Enfin, bon, je vais arrêter parce que là je donne déjà beaucoup d'éléments, mais c'est pour dire que dans ce livre, ce sont vraiment des épisodes de vie de Modesta que l'on va suivre, de chapitre en chapitre. C'est parfois pas toujours facile d'ailleurs de la suivre, on a aussi parfois des petits retours en arrière. Ce qui n'est pas facile, c'est que c'est assez elliptique. On est dans l'histoire de vie racontée par Modesta, bon, même si parfois il y a un narrateur externe où on entend des dialogues, où voilà, on centre sur d'autres personnages et qu'elle est à la troisième personne, mais on va avoir certains éléments de sa vie et puis pas d'autres. Puis on va avancer un peu dans les années et puis on va avoir certains épisodes ou événements qui ne sont pas narrés. Donc on n'a pas toute une histoire linéaire dans laquelle on a tous les éléments et tous les détails de la vie de Modesta. Et ça, parfois, c'est un peu perturbant parce qu'on n'a pas tout. Parfois aussi, il y a des passages qui sont assez longs. Voilà, moi, c'est pas un livre que j'ai adoré, j'ai trouvé ça intéressant, et c'est surtout ça. En fait, c'est un livre qui est intéressant parce que, pour l'époque, le fait d'écrire ce texte dans ces années 70, un peu avant et un peu après, il y a, en gros, toute une... on comprend pourquoi il a été censuré et non publié, parce que il y a dans ce livre un roman d'aventure, même si on reste en Europe, hein, il y a un grand roman d'apprentissage. Il y a également toute une découverte à la sensualité, à l'érotisme et à la sexualité, parce que Modesta découvre tout ça. Modesta est un personnage qui est libre et libéré de plein de choses. Donc évidemment, tous ses choix sont contestables pour l'époque et ne font pas partie des mœurs traditionnelles. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'elle fait, ça dénote. Et en ça, je comprends que ça choque parce que c'est vraiment choquant. Quand on lit maintenant, évidemment, on ne va pas être choqué. Mais si on se met à la place de cette époque et de ceux qui pouvaient lire, évidemment, ce genre d'ouvrage, je comprends que ça le soit et je crois que j'aurais adoré lire ça et lire une personne aussi subversive qu'est Modesta. Elle est très indépendante, elle veut la liberté, elle assume ses choix et elle fait des choix difficiles parfois. Ce que j'ai trouvé intéressant, et en même temps c'est ce que j'ai aimé et pas, c'est que l'écriture de Sapienza, alors moi je l'ai lu et je l'ai écouté, donc c'est peut-être différent évidemment le ressenti à l'audio que lors d'une lecture physique sur papier. J'ai trouvé qu'on ressentait à l'audio en tout cas une grande distance de la part de cette autrice, pas de l'autrice, de Modesta. Et donc ça en fait un personnage un peu dénué d'émotions. Et c'est vrai que c'est un peu particulier parce que toutes les personnes qu'elle rencontre trouvent qu'elle est vivante, pleine de vie, je sais pas, un peu l'impression pleine d'émotions. Et en fait, moi je ne trouve pas. Et je trouve on est très mis à distance de cette personnalité. Et donc moi j'ai pas souvent été émue par cette personnalité. Et en même temps, je parlais d'un contexte, elle va passer par plein de choses puisqu'elle est née en 1900, elle va vivre l'avant-guerre, les deux guerres mondiales, et puis dans ce contexte-là aussi tout ce qui est montée du fascisme, il va y avoir évidemment des références à Hitler, à Mussolini, au communisme, donc il y a beaucoup de grandes figures, de grands moments historiques et politiques, et je trouve qu'évidemment elle va être touchée par ces éléments, impactée par ce qui arrive, mais pas tant que ça parce qu'on reste centré sur sa vie, son quotidien et ses relations avec sa famille. Et donc, voilà, il y a des éléments historiques, hein, je dis pas il y a des impacts, mais c'est pas le contexte qui est le plus important, c'est comment elle a vécu ça et les différents épisodes en lien avec ces contextes qui vont intéresser l'écrivaine et donc qui vont être montrés au lecteur. Et moi, parfois, je suis restée un petit peu sur ma faim par rapport à ce côté historique. Mais ce n'était pas l'intention de l'autrice, je pense, de nous faire un roman historique. Mais c'est vrai que comme on en parlait, j'avais envie parfois de détailler un petit peu plus ces aspects-là, mais ça n'a pas été le cas. Mais donc voilà, c'est un livre qui m'a accompagnée quand même assez longtemps. Je suis contente d'avoir découvert l'art de la joie, mais c'est vrai que moi, ça ne va pas être une
lecture marquante ou une lecture qui m'a transcendée. Et parfois, j'ai trouvé que certains épisodes étaient assez longs, malheureusement, et c'est ça qui, je pense, voilà, on fait que ce ressenti de lecture n'est pas le meilleur du monde. Et puis, comme je le disais, j'ai pas été hyper empathique ou pas très émue par la personnalité de Modesta, même si intellectuellement, je trouve que c'est assez fascinant ce qu'elle a fait et les choix qu'elle a fait dans sa vie. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est une lecture qui est intéressante et à remettre dans son contexte. Et puis le dernier livre des 5 que j'ai envie de te présenter aujourd'hui pour ce challenge, j'ai enfin lu Dante et sa Divine Comédie que j'ai ici aux éditions Flammarion. Dans cette édition, ça a été publié en 2022, on a une édition qui est vraiment très très complète. Il y a un index des noms à la fin. Il y a toutes des références, toute une chronologie et toutes des notes, parce qu'il y a énormément de... Alors, pas de notes de bas de page, puisque... ce sont des notes de bas de page, mais les notes de bas de page se trouvent en notes de fin d'ouvrage. Je ne sais pas si c'est un nom particulier. Mais donc, c'est très complet, pour ne pas dire complexe, et on a énormément d'explications des différentes références, et honnêtement, parfois, c'est le bienvenu. C'est une traduction, une préface et des notes qui ont été réalisées par Jacqueline Risset. Dante, pour la petite intro, est né en 1265, il est mort en 1321, et il va publier l'Enfer en 1314, le Purgatoire en 1315 et le Paradis qui va être écrit en 1316. Donc voilà pour les dates un petit peu de parution, publication. J'espère que c'est correct dans cette chronologie. La Divine Comédie est subdivisée en 3 livres, 3 parties. On va voir l'Enfer, le Purgatoire et puis le Paradis. L'histoire, en tout cas le postulat, c'est Dante qui va être accompagné par le poète Virgile dans cette traversée. D'abord, il y aura donc une plongée en enfer. L'enfer est subdivisé en 9 cercles, et chacun de ces cercles va illustrer un péché. Alors il n'y a pas que 9 chants, parce que c'est subdivisé en chants. Il va y avoir plusieurs chants par cercle. Il y a parfois toute une avancée, bien rythmée, bien précise, j'ai envie de dire. Il n'y a pas le choix, c'est ordonné. Et ces cercles, donc ces différents péchés, vont montrer finalement que si l'homme a péché, il va se retrouver dans un de ces cercles de l'enfer. Dans le purgatoire, on va être amené à voir les 7 péchés capitaux, donc on va avoir les 7 terrasses. Dans ces parties-là, les différents chants vont nous montrer que qu'une rédemption est possible si on se repent. Et puis on va arriver au paradis, et là ce sont les 9 sphères célestes. On va aller jusqu'à l'empyrée, et là c'est vraiment pour s'élever jusqu'à Dieu, jusqu'à la foi, et jusqu'à être dans la béatitude. J'ai trouvé que c'était une lecture vraiment archi complexe. C'était assez laborieux. Alors, je dois dire que ça n'a pas été non plus égal. Parce que j'ai trouvé finalement que lire l'enfer, c'était un peu le paradis. Lire le purgatoire, c'était le purgatoire. Mais lire le paradis, c'était un peu l'enfer. Bon, bref. Donc, la difficulté de ce livre, c'est qu'il il sointe de culture et de références. À chaque phrase, chaque vers, quasiment, il y a une référence à un mythe, une mythologie, à la religion, à un noble ou une personnalité d'Italie, au pape, à l'empereur, à des nobles, à des soldats, au contexte de l'Italie, puisqu'il y a aussi d'autres guerres à cette époque-là. C'est hyper riche, hyper dense. Il faut aller à chaque fois voir les notes si on veut comprendre. Et même ça, il faut relire tout plusieurs fois pour bien comprendre. Ce qui n'est donc pas facile. Après, on ne demande pas que toutes les lectures soient faciles, mais ici, c'est vraiment très complexe. Évidemment que c'est intéressant parce que écrire tout ça de cette façon, parce que c'est quand même vachement bien écrit, c'est une prouesse hors norme. Je
je suis assez sidérée par l'ampleur de cette œuvre, mais c'est pas vraiment un plaisir de lire parce qu'on ne comprend pas grand-chose, surtout quand on n'est pas du tout de cette époque, donc on a vraiment beaucoup de barrières, je trouve. C'est un livre à lire, relire, relire, il est bien plus complexe que tout ce que j'ai lu, je pense, jusqu'à présent, et c'est vraiment par rapport à ces références bibliques, mythologiques, et j'en passe, parce que tout est comme ça, il y a à chaque fois un double, un triple sens, il y a des références, enfin je veux dire, c'est incroyable comme il alimente, comme il contextualise, il agrémente son texte d'épisodes et de personnages foisonnants, enfin ça foisonne de références, je ne sais pas comment le dire d'une autre manière. En plus, il y a toutes ces allégories, puisqu'on a la justice, les châtiments, la justice divine, la béatitude, l'élévation. On a même les personnages, puisqu'effectivement on a Virgile au départ qui l'emmène et qui lui fait traverser l'enfer et le purgatoire, et lui c'est un poète, un philosophe, et donc on est avec la raison, et puis c'est Béatrice qui lui fait voyager et lui fait traverser le paradis, et là c'est une référence plutôt de la Bible. Et donc voilà, c'est vraiment assez fascinant tout ce qu'il a mis dedans, et toute cette érudition qui émane de la Divine Comédie. Je ne sais pas ce que je peux en dire de plus. Alors évidemment, là, c'était très rapide. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Je pense des pages et des pages, des mots et des vidéos et des vidéos. Je crois que chaque champ peut être analysé pendant une vidéo. Je ne le ferai pas maintenant, et je n'en suis même pas capable, même si je le voulais. Voilà, c'est vraiment un peu trop complexe. Je l'avoue vraiment humblement. Voilà, j'ai compris le sens premier, on va dire. Je suis au cercle 1 de ma compréhension de la Divine Comédie. Il m'en reste encore plein. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que la Divine Comédie faisait partie aussi de ma pile à lire pour le challenge Floraison Obscure, et donc je l'ai sorti aussi. Et puis je voulais lire depuis très très longtemps, donc voilà, me voilà comblée. Voilà, eh bien ça c'en est tout pour mon petit tour en Italie avec ces auteurs, que j'ai trouvé évidemment fort éclectique, puisque entre l'auteur du XIIIe siècle avec une autrice contemporaine des classiques du genre, mais du XXe avec Buzzati, Calvino et également Sapienza, forcément il y a un petit peu de tout, un peu tous les genres, un peu tous les styles, et c'est vraiment un très chouette panel, un chouette voyage que j'ai fait avec ces auteurs et ces autrices italiennes. Donc voilà, j'espère t'en avoir fait découvrir certains. J'attends tes commentaires avec impatience. Si toi tu as d'autres livres de ces auteurs ou d'autres auteurs tout court italiens, eh bien, n'hésite pas à les partager en commentaire. Il me reste encore l'un ou l'autre auteur italien que j'ai envie de découvrir, et donc que tu retrouveras sans doute prochainement dans mes topos. Alors quand je dis prochainement, donc tu barres prochainement, et tu retrouveras peut-être un jour dans mes topos. Mais il y a d'autres auteurs que j'ai envie de découvrir et que j'avais dans ma pile à lire. Donc voilà, peut-être que je ferai un autre petit tour en Italie. Je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain moment lecture, et en attendant, que le plaisir de lire soit avec toi.